Salut, c'est Rebecca Zlotowski pour Road to Cinéma. Rebecca Zlotowski, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. On vous connaît notamment pour Une fille facile ou encore Les enfants des autres. Alors, avant d'en parler, comment le cinéma est-il entré dans votre vie? Je me suis rendu compte assez récemment que c'est presque touchant, mais c'est par l'école. En fait, c'est vraiment, il y avait des dispositifs de cinéma à l'école et au lycée ensuite. Et c'est vraiment là que j'ai commencé à m'intéresser. Je venais pas d'une famille qui était cinéphile, même si on avait quelques VHS à la maison. Donc voilà, il y avait deux moments en fait importants. C'était la fête du cinéma, où les places étaient pas chères. Je sais pas si ça existe encore, je pense que oui. Et où on allait comme ça pendant une semaine, plutôt à la fin de l'année, voir vraiment l'intégralité des films, que ce soit des blockbusters ou des films plus pointus. Et le cinéma, vraiment l'intérêt pour le cinéma, il est venu par l'école qui est venue m'apporter des films qu'on a pu visionner depuis l'école primaire jusqu'à la fin du lycée. Et j'ai passé après une option ciné dans le bahut dans lequel j'étais et je l'ai faite quoi. Mais c'est génial. Et vous avez grandi dans le 13e, Ouais, dans le 13e. Ouais. J'étais dans le 13e arrondissement à Paris, mais mon lycée il était dans le 15e pour plein de raisons. Et justement, dans ce lycée, au lycée Buffon, il y avait l'une des premières, je sais pas, genre les classes pilotes des options cinéma. Et on fabriquait des petits films, il y avait la maison du geste et de l'image, il y avait plein de trucs de la mairie de Paris. Et grâce à ça, en fait, j'ai découvert le montage, le filmage, du cinéma de patrimoine et des trucs auxquels j'avais pas accès. Quel regard ils avaient vos parents sur le cinéma? Est-ce que vous diriez que c'était quelque chose d'assez évident de se diriger vers cette industrie ou c'était un peu la bataille? Ça n'était pas évident. Le cinéma est devenu un art, j'allais dire respectable. Mais pendant très longtemps, j'ai pas non plus 127 ans, mais encore dans ma génération, le cinéma était considéré peut-être même comme un art mineur. Et surtout, je n'ai pas d'une famille dans laquelle les carrières artistiques étaient encouragées. Le goût pour l'art était stimulé. J'ai pas eu de bâton dans les roues là-dessus, mais j'allais pas au théâtre, on n'allait pas au cinéma et c'était certainement pas un métier. Si bien que moi j'ai commencé, j'ai fait un super long détour avant d'arriver au cinéma. J'ai fait des études assez longues universitaires pour être plutôt dans l'enseignement, plutôt dans la littérature, avoir un métier quoi, être fonctionnaire. Est-ce que vous diriez que votre appétence pour les mots, parce que moi la première fois que je vous ai vu, c'était au Festival de Cannes, lors d'une conférence de presse. Je vous ai trouvé extrêmement magnétique et j'avais l'impression que vous aviez... Gardez bien cette interview. Rappelez-moi le matin, dans les matins de doute. Pour que ça nous fasse un peu du bien. Je me dis, est-ce que cette appétence des mots, d'où est-ce qu'elle vient? Est-ce qu'elle est conscientisée pour finalement... Conscientiser, d'abord merci, c'est super gentil. Ça me touche beaucoup, quoi. La langue, c'est mon trésor. Il y a vraiment deux types, je pense, de cinéastes. C'est des cinéastes qui m'impressionnent beaucoup d'ailleurs, qui sont vraiment des cinéastes qui viennent de l'image, de la fabrication de l'image, de l'inventivité autour de l'image, de la plastique pure, et y compris des outils qui vont les aider à fabriquer des images neuves, différentes. Mon cœur penche vers ces cinéastes-là. Pasolini dirait le cinéma de prose, quoi. Le cinéma de poésie, un cinéma qui est vraiment fabriqué avec des images très différentes. Et moi, je viens vraiment de la littérature et aussi d'une famille de gens qui sont des interprètes et des traducteurs. Ma mère était prof d'espagnol et mon père est interprète simultané d'anglais. Et le français, c'est pas la langue, ça n'est ni la langue maternelle ni de mon père ni de ma mère. Et donc, je pense que je suis née intuitivement avec l'idée que les mots, c'était notre trésor, quoi, avec lesquels on pouvait partir, aller loin, voyager, faire ce qu'on voulait. Vous avez dirigé de nombreuses actrices, du coup, pour venir à votre filmographie et votre travail. De Zaya, Nathalie Portman, Léa Seydoux ou encore Virginie Efira. On a le sentiment que vous avez le goût pour les actrices qui incarnent une certaine forme de sensualité, mais aussi qui sont très cérébrales. Parfois peut-être des femmes qui font peur, je pense, encore aujourd'hui. Vous semblez également aimer les acteurs qui réinventent leur genre. Finalement, est-ce que c'est pas jouer avec les codes qui vous amusent? Je me le formule pas jamais comme ça. Je pense que si on se réveille en se demandant comment on réinvente un code, on refabrique de la convention, quoi. Et l'idée, c'est plutôt ce qui est pour moi vraiment digne d'être poursuivi, c'est de se sentir super libre. Mais en même temps, aussi de filmer des gens tels qu'on les voit soi-même, tels qu'on les rencontre, tels qu'on a envie qu'ils soient incarnés. Et à ce moment-là, on n'a pas envie de travailler uniquement avec les représentations qui en ont été faites, mais d'inventer en tous les cas, de faire triompher des personnages qui sont des personnages qui nous émeuvent vraiment dans la vie. Donc c'est vrai que très souvent, j'aime bien que les acteurs soient pas des virilités au premier degré, même si je peux avoir une passion pour Lino Ventura, je trouve que voilà, c'est comme si ce modèle d'acting et de corps avait existé, avait été bien représenté, n'était pas menacé d'être invisible, mais qu'on pouvait aussi avoir de l'émotion pour un acteur aussi mobile que Tahar Rahim, qui en même temps est quelqu'un de puissant, mais quand dans Grand Central, je le filme en working class hero, et en même temps c'est un amoureux, il y a quelque chose de, je sais pas, je réfléchis pas en me demandant comment on réinvestit un code, je me dis juste que voilà, c'est ce personnage que j'ai envie de voir, qui en même temps serait l'héritier de Tony de Renoir, mais super contemporain, ancré dans une zone de centrale nucléaire
en sous-traitant du nucléaire, rencontrant dans des mobil-homes Léa Seydoux, hyper sensuelle et en même temps en maîtrise de sa sexualité. C'est une manière juste de suivre avec un peu de loyauté les personnages et ça nous amène là. On retrouve aussi beaucoup l'amour, la transmission, l'érotisme aussi beaucoup. Ça vient d'où? Est-ce que c'est pas des sujets qui nous hantent tous, quoi? Je pense qu'il y a une part culturelle, il y a une part de cinéphile que je suis. On fabrique les films avec les souvenirs de cinéma qu'on a, des acteurs qui nous ont... Des inspirations de films qu'on voit, je pense. bien sûr. Et puis après, il y a aussi des sujets qui prennent le premier plan en fonction de l'âge qu'on a, du moment dans lequel on est dans sa propre vie civile. Je me rends compte par exemple que je vieillis avec mes personnages. Avant, j'avais des personnages qui n'avaient pas d'enfants, maintenant les personnages commencent à avoir des enfants. Ça ne veut pas dire que je vais continuer d'écrire uniquement des films en regard avec les expériences de vie que j'ai, mais c'est toujours traversé par une expérience... par notre expérience de sensualité, de désir de transmettre ou d'impossibilité de transmettre, de désir d'aimer ou d'impossibilité d'aimer. D'avoir finalement des choses assez proches de soi, je pense que c'est là où... Ça, je suis persuadée que c'est quand même, on gagne beaucoup de temps quand on fait ça. C'est déjà tellement dur en fait d'essayer de construire des personnages que si on les construit très éloignés de soi, et je dis pas de les construire dans sa sociologie, à chaque fois j'ai fait des films qui étaient plutôt éloignés, moi, de la vie que je mène, et ni de ma catégorie socio-professionnelle, ni de la ville dans laquelle je suis. J'ai mis longtemps à filmer Paris par exemple, mais je trouve que quand on n'a rien vécu de ce que vivent ces personnages, on se met quand même des bâtons dans les roues. Ouais. S'il fallait montrer un film à quelqu'un que vous aimez, ça serait lequel? Ça dépend, lui montrer pour faire quoi? Pour faire quel effet? Eh oui. Pour faire quel effet? Et quelqu'un que j'aime, mais de quel âge? Si c'est un enfant, est-ce qu'il y a des films qu'on montre pas, qu'on met pas sous les yeux? Absolument. C'est trop vaste, c'est trop vaste. Alors peut-être sur l'amour, hein, quelqu'un qu'on aime d'amour. C'est trop personnel. C'est trop personnel. Attendez, là d'un coup ça devient hyper intime. J'ai réfléchi à la question moi aussi. Vous, ce serait quoi? Moi je me suis dit que finalement ça serait faire rire hein, plutôt. Parce que si je lui montre quelque chose de trop cru ou de trop évident, je crois que finalement ça me met un peu mal à l'aise. Mais alors que le challenger sur son humour, ou voilà, passer un moment de complicité ensemble, ça m'excite un peu plus. Alors ça, en film vraiment, l'un des films qui m'a fait le plus rire, dont je me dirais il faut vraiment l'avoir partagé avec une personne avec qui je vis. Je crois que les frères Farrelly, il y a des films vraiment d'eux qui me... Si je reviens dans la mémoire immédiate, comme quelqu'un qui aurait Alzheimer, donc ça a une longue mémoire d'avant, c'est vraiment la scène du faux gel en sperme de Cameron Diaz dans Marie à tout prix avec Matt Dillon. Cette scène, j'ai un souvenir d'un fou rire qui ne s'est pas arrêté. Et après, je me souviens aussi de toutes les femmes de sa vie ou les femmes de ses rêves, je sais plus comment elles s'appellent. Et ces scènes un peu géniales chez les frères Farrelly qui arrivent à mêler du politique. D'abord, je suis folle de Ben Stiller, il y a vraiment, voilà. Ça, je dirais que c'est une zone plus encore que les Apato. Je dirais que c'est vraiment des films qui m'ont... Ou les frères Cohen. Ouais, c'est entre les frères Cohen et les Farrelly. Et aussi les sœurs Wachowski. Je dirais que c'est une histoire de fratrie, quoi. Il y a pas mal, chez les fratries, je trouve qu'il y a des... Ouais, il y a des cinéastes qui me sont essentiels. En tant que réalisatrice et scénariste, hein, j'aimerais bien poser cette question, c'est quoi une journée type? Mais vous allez plutôt me dire, qu'est-ce qu'une année type, on va dire? Non mais c'est des super bonnes questions. Quoi l'emploi du temps de Rebecca Zlotowski? Alors j'ai une chose qui a changé ma vie, c'est que j'ai un bureau où je quitte mon appartement. Tous les matins, je prends un vélo, je quitte mon appartement pour aller travailler. Mais disons qu'avoir ce lieu-là, déjà, c'est pas seulement mon lieu à soi, c'est pas seulement ma chambre à moi, un espace dans lequel je donne mes rendez-vous, je travaille. J'ai vraiment il faut que j'ai plusieurs heures d'affilée si je veux pouvoir écrire, regarder des films. J'ai un écran. En fait, j'ai tout ce qui me plaît. J'ai un frigo, un lit, un rétroprojecteur et c'est aussi comme une chambre d'amis. Donc c'est mon lieu. Oui, une sorte de favori. Studio, quoi. C'est votre lieu de création. Qui est un endroit vraiment que j'arrive à louer et que j'aimerais avoir longtemps. Et ça, c'est important d'avoir un cadre quand on doit écrire, quand on doit. Parce que finalement, on a l'impression comme ça que c'est de l'artistique, mais. J'ai longtemps travaillé dans les bars. D'ailleurs, c'est là que j'ai rencontré Camille Lelouch, à qui j'ai fini par écrire un rôle pour Grand Central. Parce que c'était la serveuse du bar, quoi, tout simplement. Le fait d'avoir un lieu, ça permet de sortir du domestique, de sortir de sa vie de famille. Et ensuite, ouais, je pense réellement que c'est là que peut se jouer une inspiration, plus que de partir une semaine de temps en temps. Ce que j'ai fait aussi à une époque quand mes appartements étaient petits, qu'on devait sortir pour écrire. Quel conseil vous auriez à donner à nos abonnés qui nous regardent et qui ont envie de raconter des histoires? Justement, avoir son espace à soi, se cadrer, c'est ça. C'est génial, ouais. Si c'est possible, c'est génial. D'avoir un endroit, et c'est pas forcément un autre appartement, un autre lieu, j'imagine que c'est hyper... il faut vraiment être très privilégié pour avoir un lieu supplémentaire qu'on puisse louer, qu'on puisse fermer. Mais au moins une pièce, quoi. Vous avez co-écrit Emmanuel, un film qu'on attend tous. Oui, ouais. À quoi peut-on s'attendre? Est-ce qu'on peut se faire teaser un tout petit peu? Mais je ne l'ai pas vu. Rien. Je peux pas te dire. Impossible. Je sais que là, elle le terminait. Il sera terminé, je pense, pour le festival. J'aimerais bien le voir. Bon, bah nous aussi, on a très hâte. Merci beaucoup, Rebecca. Merci à vous.